Donc voilà, ça s'appelle Oser la paix. Donc c'est publié au Temps des Cerises. Et donc c'est un livre que j'ai écrit. En fait, le concept c'est d'essayer de synthétiser les enjeux de la paix aujourd'hui. Et l'éditeur était assez content parce qu'il me disait que ça n'avait pas été fait depuis longtemps. Et donc c'est un livre en fait qui a à peu près 3 parties. Une première partie pour essayer de dénoncer les fauteurs de guerre. Voilà, parce que la guerre a des responsables. Une deuxième partie pour essayer d'expliquer des solutions peut-être sur qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre un peu mieux en paix. Et puis une dernière partie sur l'engagement, et notamment l'engagement au sein du mouvement de la paix. Parce qu'on ne peut pas rendre la société meilleure si on n'a pas d'organisation. Et donc, l'objectif du livre étant ceci, en fait, je vais vous faire un petit topo où j'ai résumé les enjeux aujourd'hui de la paix à trois points principaux. Le premier, c'est paix et climat. Le deuxième, c'est paix et démocratie. Et le troisième, c'est paix et inégalité. Je ne vous apprendrai rien. On vit aujourd'hui une crise écologique d'ampleur. Une crise, il y a différents aspects. Une crise climatique, la surconsommation des ressources naturelles, une extinction massive des espèces animales et végétales, et puis différents types de pollution. Les conséquences sont des migrations très fortes au niveau international, notamment des pays pauvres victimes de cette crise écologique vers les pays riches, des crises économiques qui s'accentuent, et puis des crises aussi, notamment en Afrique subsaharienne, des famines, ou en Inde par exemple, des famines, des problèmes d'alimentation en eau, voilà. Tout de suite, je vais vous lire une citation qui résume assez bien les choses. Alors c'est Greta Thunberg qui le dit. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à un très petit nombre de personnes de continuer à gagner énormément d'argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe du plus petit nombre. Voilà. Elle a dit ça quand elle était à Katowice en Pologne. Bon, si vous ne l'avez pas entendu à la télévision, c'est normal, c'est pas le passage qu'ils ont passé. Donc on est face à une très grave crise climatique. Et quels sont les moyens qui sont mis en œuvre par les différents gouvernements, notamment occidentaux, pour y faire face? Depuis 2015 notamment, on pourrait penser, je sais pas moi, à des plans de développement des énergies renouvelables, à des plans massifs d'investissement dans l'agriculture biologique, on pourrait penser à des choses comme ça, je sais pas. Et bien en fait non, les moyens sont mis dans le militaire. Et en fait, cette année, en 2020, on est presque record mondial depuis des années aux 2000 milliards de dollars de dépenses militaires. C'est quelque chose de totalement inédit depuis, je crois que les dépenses militaires n'ont jamais été aussi élevées, en fait. En France, on a dépassé bientôt les 40 milliards d'euros, soit une augmentation de 25% sur ces 5 dernières années. Donc, en fait, en 2015, le budget de la défense était à 32 milliards, et en 2020, il est passé à 40. Donc c'est bien 25% de... Ah non, c'est plus, maintenant c'est 30% d'augmentation. Je ne suis pas très fort en maths. Les Américains, eux, dépensent 750 milliards de dollars pour le militaire. Ça, c'est le budget de la défense. À ceci, il faut ajouter 250 milliards d'exportation d'armes. C'est les 2 tiers d'exportation des armes mondiales. Et puis... c'est une question assez complexe parce qu'on en oublie toujours une grande partie. Donc 750 milliards
pour le budget de la défense, 250 milliards d'exportation d'armes. Oui, c'est ma fille. Ensuite, il y a 200 milliards à peu près pour le budget des militaires à la retraite. Le renseignement, CIA, NED et autres officines, c'est 80 milliards. Le département de la sécurité de la patrie, ils appellent ça, 70 milliards. Ce que le département de l'énergie dépense pour le nucléaire militaire, c'est 24 milliards par an. Bon, j'ai pas fait l'addition. Quelqu'un l'a fait, non? Non. Bon. Bref, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça fait beaucoup plus que 750 milliards. Je crois qu'on dépasse les 1200 milliards. Voilà, ça fait plus de 5%. Arrête! Ça fait plus de 5% du PIB. Donc c'est énorme. À titre de comparaison, le budget pour le maintien de la paix des Nations Unies, c'est à peu près 5 milliards par an. Donc 2000 milliards, ça fait à peu près 250 fois. Donc tous ces moyens militaires, pourquoi faire? La guerre. Ces 20 dernières années, les Américains et leurs alliés ont détruit l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie. Les Saoudiens et les Émiratis ont détruit le Yémen. Et puis le Mali aussi. C'est l'armée française qui est présente au Mali. Tout ça aussi, toutes ces activités militaires, ça crée énormément de destruction. Destruction des populations humaines, mais destruction de la planète. Alors pollution aux métaux lourds, pollution à l'uranium appauvri, notamment en Irak ou en Yougoslavie. Agent orange déversé pendant la guerre du Vietnam dans la péninsule indochinoise. Essais nucléaires, déchets nucléaires militaires. Le militaire, c'est à peu près... Alors on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évaluations, c'est un peu tabou. Certains disent 10% de la production de gaz à effet de serre, d'autres disent 20%. Voilà, alors peut-être que pour polluer moins, il faudrait peut-être faire moins d'armes. Ça, c'est déjà une solution. Alors il y en a beaucoup qui parlent de décroissance, mais souvent ils ne parlent pas de décroissance de l'économie militaire. Bref. Ouais. Et donc le deuxième point, deuxième enjeu de la paix aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé paix et démocratie. Quand la guerre progresse, la démocratie recule. Alors l'exemple que je prends dans le bouquin, c'est l'exemple de la Première Guerre mondiale. Et en fait, la Première Guerre mondiale s'est accompagnée dans les pays européens de recul démocratique. Voilà, à tel point que, en fait, si on appelle la grippe espagnole, l'épidémie de grippe qu'on a eue à la fin de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, c'est en fait que, comme l'Espagne était un pays neutre, un des pays neutres, c'était l'un des rares pays d'Europe qui permettait en fait de faire des statistiques et qui soient ouvertes au public et aux journalistes. C'est pour ça qu'on a appelé la grippe espagnole en fait. Voilà, et donc la Première Guerre mondiale, c'était un grand moment de recul démocratique. Bon, je développe dans le bouquin, si ça vous intéresse. Quand on parle de paix et démocratie, on peut mettre en avant différents types de guerres. Alors le premier type de guerre que je mets en avant, c'est ce que j'appelle la guerre sociale, on appelle ça aussi la guerre intérieure. Rosa Luxembourg appelait ça la guerre de classe. On a eu un bel exemple avec, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes. Alors j'ai sorti un petit bilan. Au niveau du mouvement des Gilets jaunes. 10 000 gardes à vue, 3100 condamnations, dont 400 à de la prison ferme, un mort. Bon, il y a plusieurs évaluations qui ont encore des nombres plus. 24 éborgnés, 5 mains arrachées, 315 blessés à la tête. Voilà, donc ça c'est une forme de violence politique qui a été assez forte et qui perdure via des dispositifs comme l'état d'urgence ou, plus récemment, l'état d'urgence sanitaire. Il y a aussi actuellement des formes d'armement de la police qui développent les violences policières et un certain nombre de réformes antisociales comme la réforme des retraites ou la réforme du chômage. Voilà. Tout ça, on peut appeler ça une première forme de guerre
on va pas dire civile, mais on va plutôt dire sociale. Pourquoi t'as mis un bleu? Parce que c'est des trucs tout simples. Un deuxième type de guerre dont je parle dans le bouquin, c'est ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. Alors la guerre contre le terrorisme, je rappelle que tout a commencé en Afghanistan au début des années 80. Donc à la fin des années 70, s'était mis en place un gouvernement progressiste en Afghanistan. Ça a fortement déplu aux Américains, qui ont tout de suite soutenu une révolte islamiste qui s'était mise en place dans une caserne dans un coin paumé du pays. Et puis ils ont très rapidement, d'ailleurs avant l'intervention soviétique, qui a été appelée par le gouvernement afghan, ils ont mis en place ce qu'on a appelé l'opération Ben Laden, ou Tim Osman, selon son nom de code de la CIA. Et donc, voilà, et donc des milliers de combattants de tous les pays, de beaucoup de pays où il y a des musulmans sont venus se battre en Afghanistan. Et ça a été le début de ce qu'on a appelé l'islamisme, ou ce que d'autres appellent aussi le takfirisme. Et donc voilà, à titre chiffré, il y avait à peu près, selon certaines sources, 15 000 Saoudiens qui ont été entraînés dans les camps en Afghanistan, 35 000 soldats étrangers d'autres pays, dont 5 000 du Tadjikistan. Et bon, après, donc, le phénomène a été développé dans différents autres pays du monde, au milieu des années 90 en Bosnie-Herzégovine, en Tchétchénie, dans d'autres pays, et puis au début des années 2010 en Syrie. Donc, je vous lis un passage du bouquin. D'abord financé par le prince Bandar Ben Sultan, du moins jusqu'en 2014, donc les fanatiques takfiristes ou islamistes ont reçu des pétrodollars du Qatar. Entre 2011 et 2013, le Qatar a dépensé 3 milliards de dollars pour financer la rébellion. Par l'intermédiaire de la Turquie, qui rachetait le pétrole des zones occupées par les rebelles islamistes. Via l'opération Timber Sycamore, les services secrets états-uniens, notamment la CIA, ont quant à eux fourni près d'1 milliard de dollars aux islamistes en Syrie. En 2011, ce sont 400 tonnes d'armes qui accostent en Turquie à bord d'un navire libyen. Début 2013, le grand pont aérien croate achemine 3000 tonnes d'armes originaires de Croatie, de France et de Grande-Bretagne via 160 avions cargo financés par l'Arabie Saoudite. Dans le même temps, 20 000 combattants étrangers auraient été introduits en Syrie selon les États-Unis eux-mêmes. Donc on peut dire que le chiffre est certainement sous-évalué. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, donc la France y est fortement impliquée depuis 2015, notamment un discours de François Hollande dont je prends un exemple, un extrait je veux dire. Je vous lirai ça tout à l'heure peut-être. Je ne vais pas être trop long. Donc voilà, aujourd'hui on est engagé dans la guerre contre le terrorisme, mais mon propos c'était de rappeler la cause. J'en suis là. Ça c'est avant. Ensuite, il y a un troisième type de guerre dont je parle dans le bouquin, c'est ce que j'appelle la guerre coloniale impériale. Donc une guerre qui est menée par des puissances économiques de type impérialiste contre des mouvements de libération nationale dans différents pays du monde. Au niveau de la France, ça prend le visage de ce qu'on appelle la France-Afrique, dont je parle dans le bouquin, qui se manifeste par des accords de défense ou des accords de partenariat économique. Et puis, donc l'armée française intervient en Afrique. Il y a à peu près aujourd'hui je ne vais pas vous donner un mauvais chiffre, en tout cas plusieurs milliers de soldats français qui sont présents en Afrique. Ce qui fait que l'armée française est l'armée étrangère la plus présente en Afrique. L'armée occidentale. Et puis, alors l'armée française est présente en Afrique pour défendre les intérêts des milliardaires français, et notamment de M. Bolloré qui détient la chaîne CNews, et sur laquelle officie M. Zemmour. C'est assez effrayant, je l'ai vu hier à la télé. Purée, oh là là. Et en plus, chez moi, il y a des gens qui collent les affiches avec la tête de Zemmour. Oui. C'est effrayant, elle est toute noire et marron. C'est marqué Zemmour président, ça fait très peur. Mes filles en ont peur.
Alors je vais vous parler de Bolloré. Alors Bolloré, aujourd'hui le contrôle des transports, port-rail dans certains pays d'Afrique par Vincent Bolloré et ses entreprises est de nature quasiment monopolistique. Fort de ses 250 filiales et de ses 25 000 salariés dans 46 pays africains, Bolloré Africa Logistics est devenu en moins de 30 ans le premier réseau intégré de logistique africain et un acteur majeur de l'activité portuaire. Voilà. Bon, Bolloré, c'est ici le groupe Vivendi, Canal+, et autres, le groupe publicitaire Havas. Voilà, donc c'est un empire financier qui s'est basé sur la logistique en Afrique, mais qui prend le contrôle des médias en France. Donc voilà, voilà, il y a d'autres milliardaires français qui sont très présents en Afrique, comme le groupe Castel, qui fait dans les spiritueux, et d'autres groupes Total. Voilà, alors ce qui est très important dans ces différents types de guerres, c'est que la guerre implique la propagande de guerre. Alors que la démocratie nécessite que les citoyens s'informent, discussion collective, organisation démocratique type syndicalisme, partis politiques et autres, associations comme on l'appelle. Donc pour faire la guerre, ce que j'appelle le complexe militaro-industriel du divertissement, véhicule via différents biais que j'évoque dans le bouquin, ce qu'on appelle de la propagande de guerre. Notamment, alors un truc que je trouve assez étonnant, que ça soit tellement peu questionné dans notre pays, le couple démocratie-totalitarisme, qui vient en général souvent dans le discours des personnes qui vont défendre dans les médias la guerre, pour justifier des interventions militaires. Donc, alors la France serait une démocratie, donc avec cette conception de la démocratie totalement essentialisée. Bon, voilà, cette notion d'un pays démocratique n'est pas du tout questionnée, alors qu'on peut se poser plein de questions sur la réalité de la démocratie dans notre pays. Et puis, d'un autre côté, les ennemis réels ou supposés se représentaient comme des totalitaires, donc des personnes qui, par définition, ne sont pas démocratiques. Et donc, ce qui fait que, par exemple, je vous ai retrouvé... par exemple, ça c'est le cas de Bernard-Henri Lévy. Alors Bernard-Henri Lévy, c'est quand même assez fascinant. Moi je trouve ça fascinant que ce mec-là passe dans nos médias comme un expert des questions internationales. En fait, cet homme est l'héritier d'une fortune estimée à plus de 150 millions d'euros. Fortune issue de l'exploitation coloniale des bois précieux d'Afrique de l'Ouest, dans des conditions quasiment esclavagistes. Voilà, j'ai pris ça dans un bouquin de Michel Colomb qui s'appelle Je suis Charlie, ou Je ne suis pas Charlie. Alors cet homme-là qui a bâti sa fortune sur l'exploitation des Africains est présenté comme un expert de la démocratie et des droits de l'homme. Bon, déjà je trouve ça assez paradoxal. Et puis, en fait, par exemple, au mois de mars 2011, cet escroc, que je l'appelle, il a fait une tournée médiatique pour dire qu'il fallait intervenir en Libye et vite. Alors quand il y a des tournées médiatiques comme ça et qu'on prépare de nouvelles guerres, ou plus récemment, ça c'est ce que j'ai trouvé dans un média que je vous conseille qui s'appelle Acrimed, Action Critique Média. Alors récemment on a eu la tournée médiatique du général de Villiers qui vendait ses bouquins. C'est très mauvais, ne l'achetez pas, ou volez-le, comme moi. Et donc là on avait Bernard-Henri Lévy. Donc en un mois, il a fait TF1, Journal du Dimanche, RTL, Europe 1, Canal+, France 24, France 2, RTL une deuxième fois, iTélé, Le Monde, France Inter, France 2 une deuxième fois, TV5, BFM TV, Canal+, une deuxième fois, France 2 une troisième fois, France 5, Europe 1 une deuxième fois, France Culture, Public Sénat, France 2 une quatrième fois. Des dossiers lui furent consacrés dans le Figaro Magazine, Le Point, et voilà tout ça durant un mois seulement. Donc ça fait à peu près une trentaine d'interventions médiatiques dans différents médias pour nous expliquer qu'il faut intervenir en Libye et vite. Ça c'était en 2011. Bon alors les conséquences de la guerre en Libye, je ne veux pas les développer.
Outre l'assassinat de manière très expéditive et contraire au droit international d'un chef d'État par les services secrets français, et ben, la propagation de la guerre dans tout le Sahara, dans tout le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Soudan, voilà. Donc la volonté des Occidentaux de déstabiliser un chef d'État, pour différentes raisons que je ne développerai pas, ça a créé une guerre encore plus grande. Donc c'est assez difficile de ne pas conclure que la guerre engendre la guerre. Voilà, je ne peux pas vous lire la citation. Troisième point, en fait, des enjeux de la paix aujourd'hui, j'ai regroupé ça sous l'item paix et inégalité. Ce que je développe beaucoup dans le bouquin, c'est le rapport entre les militaires et les milliardaires. Alors, entre les militaires et les milliardaires, il n'y a pas qu'un effet phonétique, il n'y a pas qu'une assonance. C'est que les fauteurs de guerre sont les plus riches. C'est ce que j'essaie en tout cas de démontrer dans le bouquin. Et que ceux qui sont les champions des guerres, toutes catégories, c'est les Américains. Dans le bouquin, je dis états-uniens parce que à l'occasion, notamment à la fête de l'UMA, j'ai rencontré des Colombiens ou des Vénézuéliens qui m'ont dit arrêtez de les appeler les Américains. Ce sont des états-uniens. Les Américains, c'est nous. Donc c'est pour ça que je dis états-uniens. Donc les États-Unis, ils sont champions de toutes catégories pour les guerres. Alors, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand se met en place les Nations Unies, suite au procès de Nuremberg, on va définir ce que c'est au niveau du droit international, ce qu'on appelle le crime contre la paix. Le crime contre la paix, ce sont quand un État envahit un autre État, quand il envoie une armée d'occupation, quand il fait bombarder des civils, des blocus, des embargos, quand il envoie des mercenaires, quand il met en place des coups d'État, quand il intervient pour des ingérences, quand il soutient des génocides ou des actions qui sont dans la catégorie des crimes contre l'humanité, ou quand il met en place des assassinats de chefs d'État. Et bien les Américains, ils ont tout, dans les États-Unis, excusez-moi, que je fasse un effort, les États-Unis, ils ont tout fait. Ils ont tout fait dans beaucoup de pays du monde. Alors, il y a un bouquin qui est très bien, donc, aussi dans le bouquin, dans mon livre, qui s'appelle L'État voyou. C'est un bouquin d'un analyste américain qui s'appelle Bloom, qui est décédé aujourd'hui. Et vraiment très bon bouquin. Et donc, bon, c'est un bouquin de 300 pages. J'utilise pour faire une dizaine de pages, où je fais la recension des différents crimes américains. Bien sûr, c'est pas exhaustif. Ça serait beaucoup trop long et il ne faut pas 10 pages, il faut des tomes et des tomes. Par contre, je vais vous lire une liste que j'ai faite. La liste non exhaustive des chefs d'État que les États-Unis ont considérés comme, entre guillemets, ennemis, en essayant de leur faire quitter le pouvoir, rarement sans succès, ou même en participant à leur assassinat, souvent avec succès. Alors, l'Iranien Mohamed Mossadegh, le Guatémaltèque Jacobo Arbenz, le Congolais Patrice Lumumba, le Chinois Mao Zedong et Zhou Enlai, le Costaricain José Figueres, j'ai essayé de prononcer la française, sinon je ne vais pas y arriver, le président indonésien Sukarno, Chedi Jagan au Guyana, les Cubains Fidel Castro et Ernesto Che Guevara, le Vietnamien Ho Chi Minh, le général iranien Qassem, l'Équatorien José Manuel Velasco, le Brésilien Joao Goulart, le Dominicain Juan Bosch, le Cambodgien Norodom Sihanouk, l'Égyptien Gamal Abdel Nasser, le Ghanéen Kwame Nkrumah, le Chilien Salvador Allende, les Grecs Georges et Andreas Papandreou, le Sud-Africain Nelson Mandela, les Boliviens Victor Paz et José Torres. Ah non, mais Nelson Mandela, c'est ce que j'ai appris en faisant le bouquin, c'est qu'il a été considéré par un terroriste par les Américains jusqu'en 2004. Jusqu'en 2004, alors qu'il avait été déjà chef d'État, il était considéré comme un terroriste. Bref. Donc Nelson Mandela, que la CIA a aidé à arrêter. Les Boliviens Victor Paz et José Torres, le Chypriote Mirael Makarios, l'Australien Edward Go Whitlam, le Jamaïcain Michael Manley, les sandinistes du Nicaragua, France Albert René aux Seychelles, le Libyen Muammar Kadhafi, le président de Grenade Maurice Bishop, le Fidjien Timothy Bavarda,
les Panaméens Omar Torrijos et Manuel Noriega, l'Irakien Saddam Hussein, le Haïtien Jean-Bertrand Aristide, le Somalien Mohamed Edid, le Yougoslave Slobodan Milosevic, les Vénézuéliens Hugo Chavez et Nicolas Maduro, l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad, le Hondurien Manuel Zelaya, le Bolivien Evo Morales, soit plusieurs dizaines de chefs d'État du monde entier. Alors ce qui est assez paradoxal, oui et non, mais en tout cas comique, c'est que certains chefs d'État, les Américains ont essayé de les, de les virer du pouvoir en soutenant des coups d'État, après les avoir eux-mêmes mis au pouvoir. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois dans différents cas. Notamment au Panama, voilà, où par exemple Norodom Sihanouk, les Américains ont tout fait pour qu'il quitte le pouvoir, et après ils ont tout fait pour qu'il y revienne. Bref, ça c'est la politique des États-Unis. J'y arriverai pas, je crois. Alors pourquoi tant de crimes? Alors j'ai tout un chapitre là-dessus, pour le profit des milliardaires. Ça c'est un film que je vous conseille, c'est un film de Warren Beatty qui s'appelle Red, qui est une biographie de John Reed entre 1916 et 1921. Et donc c'est en 1916 en fait, il y a des groupes qui sont liés au Parti démocrate américain qui organisent des réunions publiques pour savoir s'il faut oui ou non entrer en guerre. Et donc John Reed est invité à l'une de ces réunions et à un moment donné on lui pose la question pourquoi à votre avis y a-t-il la guerre, la première guerre mondiale? Et John Reed répond pour le profit. Et voilà, ça résume bien les choses. C'est ce que je développe dans le bouquin, je ne vais pas développer, mais bon, c'est en lien avec la nature du système capitaliste. Karl Marx parlait d'accumulation primitive en parlant du système capitaliste. Je suis là. Ça avance bien. Donc l'accumulation primitive, elle est double. Elle se fait à la fois par le colonialisme dans les Amériques, tout au long du 15e, non, 16e, 17e siècle, et puis par l'expropriation des paysans dans les pays occidentaux. C'est ce qu'il appelle la double source de l'accumulation primitive. Mais en tout cas, l'origine du capitalisme, c'est le massacre de 30 millions d'Amérindiens par les colons espagnols, anglais et autres, et français. Et bien en fait, ce système, ça continue. C'est fortement bien décrit dans un gros bouquin aussi, qui est intitulé L'impérialisme au XXIe siècle, d'un universitaire britannique qui s'appelle John Smith. Apparemment, ce n'est pas un pseudonyme. Et donc, il nous explique dans son bouquin qu'aujourd'hui, c'est l'exploitation des ouvriers du Sud qui, via différents systèmes néocoloniaux, participent au financement des systèmes sociaux des pays du Nord et que le pillage des pays du Sud continue. Et notamment, alors il y a un exemple que j'ai trouvé parlant, c'est l'exemple des déchets plastiques. Alors, le système de production capitaliste mondial engendre 300 millions de tonnes de plastique chaque année dans le monde, qui passent donc par les décharges et les fleuves des pays pauvres, parce qu'en fait, juste avant, j'explique que les déchets plastiques sont mis dans des conteneurs, et les conteneurs sont expédiés à l'autre bout du monde. Et c'est à peu près 50% de la production de plastique de l'Europe et des États-Unis qui est expédiée. Donc jusqu'en 2017, c'est expédié en Chine. Et puis à partir de 2017, c'est expédié en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, au Cambodge, au Sri Lanka. Voilà, et puis donc ça crée des gros problèmes environnementaux. Ça fait à peu près 7 millions de tonnes de déchets qui étaient expédiés vers l'Asie. Et donc voilà, donc après ces plastiques, comme vous le savez, ils finissent dans les océans, ça fait des montagnes de plastique, des déchets de plastique partout, ça finit en microparticules, ça s'attaque aux écosystèmes marins, voilà, et pour finir ça termine
dans nos estomacs, mais tout ça, tout le monde le sait. Mais pourquoi les déchets plastiques ne sont-ils pas traités, si possible recyclés, dans les usines occidentales, plutôt qu'aller à l'autre bout de la planète? Vous et moi n'appliquons pas les consignes de tri. Je ne sais pas si vous faites du tri, vous. Oui, soigneusement. Si dans l'Aveyron où on est au camping, il n'y a pas de tri. Voilà, est-ce que comme moi, vous ne remplissez pas consciencieusement vos poubelles de différentes couleurs? Eh bien, en fait, le tri qu'on fait, il y a une partie qui est réexpédiée, en tout cas vers les pays d'Asie. Et alors moi, ça me touche particulièrement parce qu'à côté de chez moi, il y a une usine très moderne dans une ville qui s'appelle Neufchâteau, et qui est censée recycler des plastiques. Et en fait, il y a 2 lignes de production dans cette usine et il n'y en a qu'une qui marche en dessous de ses capacités. Alors que cette usine, par exemple, elle pourrait marcher, on pourrait la faire tourner à plein régime, faire tourner les 2 lignes de production. Et bien en fait, on envoie une partie de nos déchets de plastique à l'autre bout du monde. Et ça, c'est bien un exemple que les choses sont régies dans notre société, non pas de manière rationnelle, mais pour le profit des milliardaires. Voilà, si on envoie les plastiques à l'autre bout du monde, si on a ce traitement international des déchets plastiques et si on n'utilise pas, par exemple, des usines de traitement qu'on a chez nous, c'est parce que ça rapporte du pognon à des entreprises et certainement des entreprises qui sont plus ou moins importantes. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai vraiment survolé les choses, moi c'est pas grave. Dans ce cadre-là, eh ben, la guerre c'est très très utile pour continuer à maintenir ce système. Alors, alors les Occidentaux, ils sont dans le monde, les États-Unis notamment, sont dans le monde un peu comme des cow-boys dans une réserve d'Indiens. Et j'aime bien cette image que j'ai piquée à Pascal Boniface dans un bouquin qu'il a écrit, Requiem pour le monde occidental. Et en fait, là où ça m'a particulièrement frappé, c'est qu'il y a quelques jours, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, qui a fait fortune sur le dos de personnes sous-payées qui bossent dans les entrepôts Amazon, qui sont célèbres à travers le monde pour leurs conditions de travail déplorables. Et bien ce mec qui atteint les 200 milliards de dollars, il a décidé d'utiliser sa fortune, alors non pas, je sais pas moi, pour s'attaquer à la malnutrition, non pas, je sais pas, pour faire des choses qui seraient utiles. Non, il a décidé de mettre sa fortune pour aller faire des voyages dans l'espace avec des potes milliardaires à lui. Et en fait, je sais pas si vous avez vu, il avait une sorte d'uniforme le soir où il faisait son show là, et avec une présentatrice à la télé. Et je sais pas si ça vous a choqué, mais en fait il avait un chapeau de cow-boy sur la tête. Et pendant toute l'émission, elle a fait l'émission avec son chapeau de cow-boy. Voilà, donc ce qui pour moi est un symbole de l'extermination des Indiens de l'Ouest, avec la ruée vers l'Ouest, les guerres indiennes, voilà, et ce genre de choses. Eh bien, pour lui, c'est un symbole un symbole qui lui plaît, quoi. Je trouvais ça assez frappant. Alors, je ne vais pas vous lire le passage, je viendrai vite. Donc voilà, j'ai essayé de vous dire que la paix était nécessaire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'étais trop convaincant. Mais comme c'est ma première présentation, vous m'excuserez. Peut-être que vous aurez des remarques à faire pour que je m'améliore. Alors d'autres raisons pour lesquelles la paix est nécessaire aujourd'hui. Depuis 2015, on a une augmentation des budgets militaires. Alors j'ai évoqué une première raison pour ces augmentations, c'est la crise écologique, la crise climatique. Et donc les Occidentaux considèrent que pour gérer les conséquences de la crise climatique, ils doivent augmenter leur capacité militaire. Mais ce n'est pas le seul point. Et il y a un autre point qui est très important. C'est qu'on est rentré depuis le début des années 2010, depuis ce qu'on a appelé le pivot vers l'Asie qu'a mis en place Barack Obama dans une nouvelle guerre froide. Et en fait, les Américains ont considéré
que la Chine allait bientôt devenir la première puissance économique mondiale, ça c'était en 2010. En 2020, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Et donc, en fait, les Américains font ce qu'ils font toujours depuis le début du XXe siècle. Ils essaient de s'attaquer par tous les moyens à leurs rivaux, et notamment via un moyen qu'ils affectionnent particulièrement, c'est le moyen militaire. Et donc, voilà, donc la Chine, ça représente une menace pour les Américains, même si, bon, pas une menace militaire bien entendu, parce que les Chinois ne font pas la guerre, contrairement aux Américains, je l'ai évoqué tout à l'heure. Les Américains, ils ont 800 bases militaires à l'étranger, des bombes nucléaires qui sont présentes dans 6 pays européens, tout autour de la France d'ailleurs. Ils ont, voilà, ils ont des soldats qui sont stationnés dans un certain nombre de pays. Il y en a une trentaine de mille en Allemagne, il y en a à peu près une dizaine de mille en Italie, 20 000 en Corée du Sud, 40 000 au Japon. Voilà, les flottes américaines croisent dans toutes les mers du monde. Donc sans conteste, les Américains, c'est la première puissance militaire mondiale, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau des budgets. Les Chinois à côté font très pâle figure parce que c'est à peu près un tiers du budget militaire américain. Si on prend la totalité de l'OTAN, c'est un cinquième du budget militaire de l'OTAN. Donc les Chinois ne sont absolument pas une menace militaire, même si la propagande de guerre occidentale essaie de nous faire avaler le contraire pour justifier justement les défenses militaires. Voilà, le problème aussi des Chinois, c'est que ils ont un système économique où l'État intervient beaucoup dans l'économie. Alors les Américains, pour eux, c'est carrément un crime, c'est un crime impardonnable. Ils sont dans un modèle économique libéral autoritaire, donc pour eux, le rôle de l'État, c'est un rôle répressif, c'est pas un rôle d'intervention dans l'économie, en tout cas pas comme les Chinois le considèrent. Et puis, souvent aussi, dans la propagande de guerre occidentale, on a souvent des références racistes vis-à-vis des peuples d'Extrême-Orient et notamment des Chinois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin du mouvement de la paix pour défendre les acquis de ce que j'appelle la révolution pacifiste de 1945, qui a été obtenue suite à la victoire contre le nazisme, qui a été obtenue en grande partie grâce à un investissement de l'Union soviétique. Et donc les Nations Unies en 1945, ça a été une véritable, la Charte des Nations Unies plus exactement, ça a été une véritable révolution pacifiste. Il y a un droit international qui s'est mis en place sur des bases pacifistes, avec l'objectif de règlement de conflits par la négociation, par la discussion, avec des objectifs de désarmement qui sont inscrits dans la Charte des Nations Unies. Des bases humanistes aussi, en considérant que tout ce qui était racisme, différence entre les êtres humains, différence de race était banni. On considère que l'humanité aujourd'hui, c'est un tout, c'est global, à la fois une universalité et une pluralité. Et puis le troisième point, c'est l'internationalisme. Donc l'égalité des nations, grandes ou petites, qui se manifeste via l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis des principes qui sont sans cesse remis en cause par les Occidentaux, notamment le principe de non-ingérence. Donc voilà, c'est donc un héritage qu'il faut pour défendre, et je pense qu'au mouvement de la paix, on le fait, et on le fait très bien, de défendre la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui aussi, la paix sont des enjeux planétaires, donc avec deux risques globaux, outre les risques de guerre et la menace de nucléaire militaire qu'on combat avec justesse, et les menaces climatiques. Alors la question climatique ne peut se régler qu'au niveau international. Les Nations Unies, en tant qu'institution internationale, ont pris la question au sérieux depuis 1972. Après, les freins par rapport à l'adaptation, la véritable adaptation, pas l'adaptation militaire au changement climatique, mais l'adaptation écologique au changement climatique, elle vient des Occidentaux.
Ça c'est sûr, parce que par exemple les objectifs de 2015 de l'accord sur le climat, donc la COP 21, qui en fait était la 21e réunion suite aux accords de Kyoto, donc qui avait eu lieu 21 ans. Ouais, mais j'aime bien dire ça parce que bon, il y a parfois des écologistes qui disent oui, l'environnement, l'écologie, tout le monde s'en fout, sauf depuis récemment. Bah, c'est pas vrai parce que les Nations Unies s'en préoccupent depuis 1972. Donc ça fait déjà presque 50 ans que c'est une question centrale pour toute une partie de l'humanité. Et puis, ouais, donc c'est une question très importante. Voilà. Et puis des questions que je n'ai pas développées mais que je développe dans le bouquin. Donc tout ce qui est culture de la paix. Ça c'est très important pour nous parce que la paix elle se construit dans la durée en combattant toute cette propagande de guerre qu'on nous impose parce qu'en France l'armée est extrêmement puissante. Par exemple dans les universités, dans les pôles scientifiques des universités, un grand nombre des projets de recherche sont directement financés par l'armée, par des entreprises militaires ou par le ministère de la Défense. Voilà, on a des entreprises françaises comme par exemple Airbus, et ben, une grande partie de ses activités sont militaires aussi. Donc c'est pas seulement en fait les entreprises qui font partie du lobby militaro-industriel en France, c'est pas seulement Dassault par exemple. Quoique Dassault possède le Figaro, donc il faut pas que du militaire non plus, mais ça peut être aussi Airbus comme je l'ai dit. Voilà, et puis un certain nombre d'autres entreprises. Voilà, puis il y a une dernière partie du bouquin sur le mouvement de la paix, mais je n'ai pas développé, je sais pas, ça fait déjà une demi-heure là. Ah oui. On est bon là? Ça fait 40 minutes. 40 minutes? Ah, j'ai dépassé. 45. Ah, ben désolé. Bien. Je sais pas si vous avez des questions, des interventions.